Laurence. Bonjour Nathalie. Alors avant de commencer, je vais rappeler ce qu'est l'ANDRH. Donc il s'agit de l'Association nationale des DRH au service des professionnels des ressources humaines, d'entreprises et d'organisations de tout secteur d'activité. Depuis plus de 70 ans, elle accompagne et anticipe l'évolution des métiers RH. Aujourd'hui, elle regroupe 5000 membres. C'est la plus grande communauté RH et un acteur de référence, force de proposition auprès des pouvoirs publics, des instances européennes et internationales, ainsi que des partenaires sociaux sur tous les sujets concernant la pratique professionnelle de ses adhérents. Alors, Laurence, dans la situation extrêmement particulière de la crise liée au Covid, quel est le constat concernant les bouleversements de l'organisation du travail ? Alors bonjour à tous, et puis bonjour Nathalie, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'ANDRH, on a suivi cette crise puisque comme DRH, on était vraiment en première ligne, on peut le dire. Alors, pour parler de cette crise, je crois qu'il faut quand même se rappeler que c'est un peu particulier cette crise sanitaire puisqu'il y avait différents types de confinement, notamment quand les personnes étaient enfermées chez elles avec un droit de sortie très court. Il y a eu d'autres confinements où les enfants pouvaient quand même aller à l'école. Donc tout cela a bouleversé leur équilibre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces bouleversements d'organisation du travail ? Eh bien pour les 40% des personnes qui pouvaient télétravailler, eh bien effectivement, elles sont passées du jour au lendemain en mode de télétravail dégradé. Pourquoi mode de télétravail dégradé ? Parce que finalement, peu d'entre nous avaient déjà des accords de télétravail pour lesquels il y avait déjà tout préparé, que ce soit effectivement les ordinateurs mis à disposition, les systèmes d'information, les formations associées. Donc voilà, une montée en compétences très rapide, et on le dit bien, puisque le CEO de Microsoft disait qu'on a gagné finalement 2 ans en 2 mois. On a fait une transformation digitale très rapide. Alors, finalement, on a dû faire monter en compétences, on a dû accompagner et finalement, pour les personnes qui ne pouvaient pas télétravailler, on a eu l'opportunité, on peut le dire, de pouvoir avoir de l'activité partielle, ce qui permettait effectivement de résoudre pour une grande partie la question de la rémunération. Et puis surtout, on a eu un dialogue social de qualité et on a su faire preuve d'une grande agilité, à la fois effectivement au sein de nos organisations et puis avec l'ensemble des salariés et puis avec une pensée un peu particulière pour ceux effectivement qui ont travaillé puisqu'ils étaient en première ligne et pour lesquels les métiers étaient nécessaires. Alors, suite à tous ces bouleversements concernant la formation et les montées en compétences, quelles sont les contraintes ? Mais on va aussi parler des opportunités liées au changement. Alors, des contraintes, il y en avait, parce qu'on avait déjà, rappelez-vous, cette loi sur la formation professionnelle qui nous a finalement beaucoup contraints. Certains d'entre nous avaient moins de budget, voire peu de budget, rappelez-vous, pour ceux qui ont plus de 50 salariés. Donc, dans nos contraintes, ça a été finalement une adaptation rapide. Alors, rapide, tout dépend de la taille des organisations, mais ça a été la même chose pour les organismes de formation, parce que quand on a voulu former, grâce au FNE, nos salariés, eh bien finalement, toutes les formations n'étaient pas en présentiel. Donc on a dû effectivement attendre, et c'est vrai que les organismes de formation nous ont aidés en allant très très vite. Et puis aussi dans nos contraintes, on avait la question des personnes avec l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. D'ailleurs, les études le prouvent, on a eu l'étude Ipsos pour Davos fin 2020 qui montre que plus de 40% des personnes ont vécu au niveau mondial, on va dire, mais la France n'est peu différente, un sentiment d'anxiété et de solitude. Et puis on avait cette question de santé qu'on a beaucoup traitée avec nos membres. Il faut savoir que nous on fait beaucoup de binaires parce que dans la santé, alors non seulement on va parler de la santé mentale, je vous rappelle que la définition de la santé de l'OMS c'est la santé physique, sociale et mentale, et donc on a accompagné, on a traité la question aussi des addictions. L'addiction c'est pas que l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être les jeux, ça peut être aussi tout ce qui est IT, et on a eu effectivement à traiter et à accompagner les salariés. Voilà. Mais bien entendu, cette question était importante à traiter. Maintenant, dans les opportunités, et on l'a vu, puisqu'en fonction de la place que nous avions dans les organisations, tout le monde effectivement n'était pas au COMEX de son organisation, mais en tout cas il y a eu un rôle
accrue des fonctions RH et bien entendu des DRH. On l'avait déjà identifié il y a quelques années, le risque majeur RH, et là on l'a bien vu. Je vous rappelle, si vous vous souvenez, en 2019 on avait déjà eu une pandémie, seulement la chance que nous avions eue, c'est qu'il s'agissait non pas de grippe aviaire mais de grippe porcine, et ça a été très localisé. Je dis ça parce que le jour où la grippe aviaire arrive, c'est pas du tout le même cas, c'est quelque chose de très dangereux, donc ça veut dire que le management des risques devient important. On a pu avoir un meilleur dialogue social, beaucoup d'entre nous étaient en visio toutes les semaines avec leur CSE. On a eu effectivement la reconnaissance des salariés, le rôle clé. Finalement, l'humain n'a jamais été autant important. Et puis, cette croissance de la qualité et santé de vie au travail. Et on l'a vu dans les différentes enquêtes que nous avons faites. Au second semestre 2021, la santé et qualité de vie au travail est la première préoccupation des DRH. Alors, dans les années à venir, quels seront les thèmes privilégiés par les RH en termes de compétences et de formation ? Alors, il faut savoir que toute situation est contingente, donc ce qui va être valable pour les uns ne sera pas valable pour les autres, mais on va quand même trouver des lignes directrices. Bien entendu, on l'a vu, le télétravail va se poursuivre. Ça a été plébiscité par plus de 80% des personnes, donc on va devoir changer nos modes d'organisation du travail, du temps de travail. Ce qui signifie finalement acquérir des compétences liées au télétravail. On l'a vu ces derniers temps, de nombreux accords ont été signés, près de 4000 accords de télétravail ont été faits, mais ce télétravail est toujours encadré. Donc il faut des métiers éligibles et puis en plus il faut des compétences associées au travail en distance qui sont vraiment très importantes. Vous savez qu'on a un vrai sujet qui est le sujet de la déconnexion, il y a aussi le sujet du rythme des temps, enfin voilà, tous ces sujets vont être mis en avant. Puis après on a les compétences incontournables. On l'a bien vu, moi j'ai toujours une petite pensée émue pour Cléa, je trouve ça Cléa qui est un outil pour moi un basique parce qu'on reste toujours avec des compétences fondamentales et puis Cléa aussi l'électronisme. L'électronisme on l'a vu, les problématiques pour les personnes qui ne sont pas dans cette révolution numérique et en passant au télétravail, certaines personnes qui finalement n'étaient pas préparées, on a vu pour certaines d'entre elles des problématiques pour lesquelles un montant en compétences était difficile. Après, on a toujours le mode agile qui est arrivé et puis les compétences dans le mode hybride de réunion, parce que finalement c'est assez facile d'être tous en présentiel ou tout en distanciel, le modèle hybride est très compliqué et puis on va avoir bien entendu des compétences à développer, mais je dirais plutôt des filières dans le monde de la data. Rappelez-vous, le COE a fait un excellent rapport en 2017 sur tout ce qui était numérisation et les nouveaux métiers de demain. On en manque, en tant que DRH, je peux vous le dire. On a des problématiques de recrutement et puis peut-être des sujets importants pour nous, tout ce qui concerne autour de la santé, qualité de vie au travail. Ce sont des sujets importants. Et puis la RSE qui est arrivée en numéro 2 des préoccupations des DRH. Mais pour cela, ça veut dire effectivement avoir des compétences sur le sujet. Voilà, on est dans une révolution, mais là encore, il faut prêter attention. Alors dans cette révolution, dans tous ces changements, forcément se pose la question du rôle du manager de demain. Alors, le manager, ça fait partie finalement pour nous des évolutions que l'on a vues avec cette période Covid. En fait, on appelle ça la révolution managériale. Jusqu'alors, on était plus dans un modèle traditionnel, ce qu'on appelle commande et contrôle, et maintenant on va passer dans un autre modèle où on demande finalement aux managers de développer des soft skills. Donc c'est vraiment très problématique pour certains parce que finalement ils avaient l'habitude d'un mode hiérarchique et du jour au lendemain, on leur a demandé de s'adapter. D'ailleurs, on l'a bien vu, beaucoup d'entre nous ont formé les managers avec des formations management à distance. Il faut leur apprendre effectivement la bienveillance, l'empathie, bien entendu prêter attention à leur santé. Je rappelle qu'on ne peut s'occuper des autres que quand on prend soin de soi. Toujours savoir fixer des objectifs, voilà, être aligné avec la direction, être un facilitateur, d'où l'importance aussi de toutes les enquêtes, les baromètres que nous faisons au sein de nos organisations, parce que finalement, nos managers de proximité ont été et seront encore dans le futur très importants.
Et je rappelle, ces nouvelles compétences pour les managers de demain, ce sont les compétences qui nous serviront à recruter et à évaluer nos managers de demain. Donc ça, c'est très important. Puis je vous dis un petit point tout à l'heure quand on a parlé des compétences. Je rappelle que depuis 2018, on doit faire effectivement la GEPP, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc c'est là finalement où on va mettre nos métiers en tension, nos métiers en déclin, nos métiers finalement à poursuivre et les compétences associées. Donc voilà, on a chacun nos cartographies sur lesquelles on doit travailler. Merci beaucoup. Merci Laurence Breton-Cuilly d'être venue nous parler de l'évolution de l'organisation du travail. Merci et nous on se retrouve à 11h, on parlera du rôle de la formation pour l'égalité professionnelle.